Bon, là, on vient de lancer le truc, le temps que les gens se connectent. Donc, arrête de dire des conneries parce que ça commence. Ah ouais? Ouais, ça y est. Il faut que j'arrête de dire des conneries. C'est le temps que les gens arrivent. Le temps que les gens arrivent. Ouais. Ça se connecte. Bienvenue, ho ho ho! Post live spécial Noël, post Il y a déjà Tanguy de Varanus SP qui est là. Hey, ho ho ho! Le Salut mec qui Tanguy! passe son temps sur Instagram, quoi. Eh ouais, c'est beau la nouvelle génération. Bon, on attend gentiment que tout le monde se connecte. Parfait. Et bon, écoute, on a qu'à danser. Salut. Olivier Marquis. Ah, il y a Olivier qui s'est connecté aussi. Salut Olive. Ah bon, on est déjà 44. Rendez-vous le 4 mars pour Mad Ball. Ah ouais, il y a du monde. Bon, bah, c'est cool. On va pouvoir commencer, on est déjà 50. Two step. Ouais, déjà 50. Génial, dès la première minute. Et vous, au moins, vous n'êtes pas en retard, pas comme nous, parce que le temps qu'on règle tous nos appareils. Là, maintenant, on est revenu à une formule live 6 minutes, avec plein d'iPhone pour tous les réseaux. Vous Donc, voyez pas, mais on est rempli d'iPhone. ouais, on a l'impression d'être à la conférence de presse des Bleus. Et oui, Mbappé. alors, moi, j'ai bien aimé ton centre, Roman. Ouais, merci. Ouais. La prochaine fois, sois un peu moins perso parce que tu fais chier. Quoi. On a perdu, quoi. Bon, en tout cas, on est super content de vous recevoir une fois de plus pour notre live mensuel. Carrément, merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et puis effectivement salut à tous nos anciens amis de Facebook puisque c'est vrai qu'on a voulu évoluer avec Sur Insta. les réseaux sociaux et voilà, donc moi je faisais partie des old school de Facebook et maintenant sur Instagram. Et donc on avait quand même plein de vieux herpers et de jeunes herpers sur Facebook qui nous suivaient et c'est super cool, donc c'est pour ça qu'on a voulu absolument vous remettre en live. Sûr que personne nous loupe, donc parce que là on est sur tous les voilà, ça nous rappelle la bonne vieille époque de Earthworld, voilà, émission où on s'est vraiment bien marré avec vous les amis sur Facebook et puis donc évidemment on a YouTube aussi pour en différé qui va être pour la rediffusion. Donc ce soir une soirée spéciale Noël. Bon, on n'est pas habillé en conséquence, mais le cœur y est. Hein. Ah si, on a des sous-vêtements de Noël, mais voilà. Alors Nico, ça s'absentera peut-être 5 secondes pour aller l'enfiler, mais pour ma part, il fait un peu frais quand même. T'as pas mis ton string reine? Celui avec les avec les cordes. Avec les cordes. Non, dans le pantalon, ça serrait un petit peu. Tant pis. Bon, eh ben, c'est comme ça. Donc oui, effectivement, on est sur un spécial Noël. L'idée, c'était de vous présenter déjà, comme d'habitude, nos nouveautés. Voilà. Quelques animaux, effectivement, mais laissez une plus grande part donc au chat et au live. Et on va parler bien sûr de notre grand concours Microclimate, puisque vous avez été extrêmement nombreux. Ouais. Bah oui, là on est à plus de 500 participations. J'ai regardé ce matin, on était à 500. J'ai regardé ce soir, on était à 537. Donc on a eu, voilà, ça avance bien. Et merci d'avoir regardé la vidéo qu'on a mis pas mal de temps à faire parce qu'on voulait faire une grosse vidéo vraiment bien montée parce que c'est des thermostats, les thermostats Evo Microclimate qui sont vraiment incroyables au niveau des possibilités. Donc là, ça nécessitait vraiment une vidéo longue et détaillée. Donc j'en ai profité pour faire une belle installation dans ma pièce d'élevage où il y a donc les Morellas Spilota et les Simalia Boeleni. Et ça m'a vraiment motivé pour installer toute la pièce. Là, ça y est, j'ai fini d'installer la pièce. Donc maintenant, je peux tout contrôler. Malheureusement, je me sers de mon iPhone pour faire ce live. Donc, je pourrais pas vous montrer un peu comment ça se passe actuellement dans ma pièce. Mais j'aurais pu. Et c'est vraiment génial. Je suis hyper fan. À la base, pour être super franc, j'étais hyper réfractaire. J'avais du mal à me mettre dedans parce que c'est pas ma vibe, ces trucs un peu high-tech. Mais en fait, j'étais obligé de le faire pour faire la vidéo, donc du coup, et heureusement parce que ça m'a fait passer le cap et maintenant, vraiment, j'adore, je pourrais plus m'en passer. Je trouve ça vraiment excellent. Et la vidéo est hyper complète. C'est vrai que depuis qu'on a fait cette vidéo, on a de plus en plus de questions sur ces modèles-là. On a eu beaucoup de commandes et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous voulez nous faire des retours, nous faire des petites vidéos, nous identifier en story concernant ces microclimates, ça nous intéresse d'avoir vos retours. C'est vraiment génial de partager. Là, depuis que je les utilise, justement, je découvre toujours des nouvelles fonctions et des nouvelles choses. Donc, c'est encore mieux pour moi pour vous renseigner sur ces produits. Donc, voilà, je remercie aussi mon poteau de Locomuerte, El Termito, Steven Corsini, qui a fait le montage de cette vidéo et qui a encore une fois assuré. On s'est bien marré à faire ce tournage.
C'était vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder. Je vous continuerai à refaire des petites vidéos pour vous montrer l'évolution de la pièce et tout ça. J'espère que ça va me porter chance pour reproduire peut-être les Boeleni. On ne sait jamais. Hein, On va croiser les doigts. on va croiser les doigts, les pieds, tout. Les pieds. Oui, les doigts, le pied. Et avec les Boeleni, il faut tout croiser. Et donc voilà. Et c'est vraiment cool, en tout cas, d'avoir échangé avec pas mal d'utilisateurs et puis avec les gens de Microclimate, parce que là, ils peuvent carrément voir ce qui se passe à distance. Pour l'anecdote, en fait, il y a un thermostat qu'on avait vendu. Sur tous les thermostats qu'on a vendus, il y en a eu pas mal. Il y avait une sonde qui fonctionnait pas chez une personne, et en fait c'est Microclimate qui l'a repéré et qui a envoyé un mail à la personne pour vous dire à quel point c'est suivi. Et on peut faire les dépannages à distance, donc c'est vraiment hyper cool. Donc là on va commencer. Je vais vous présenter quelques animaux hyper classe que j'ai sélectionnés pour vous. Alors le premier groupe, enfin là c'est un groupe d'animaux en fait qui me fait vraiment chaud au cœur, plaisir de vous les présenter puisque en fait ils sont nés ici. C'est un projet d'élevage sur du Python Rhésus, une espèce voilà, qui est certes depuis longtemps est devenue très classique en captivité. Moi je m'en lasse pas, c'est vraiment voilà, ça a été un des premiers pythons que j'ai eu aussi et qui oh, venez mes petits mignons. Et ils sont nés ici. Je te sers la maman. Voilà, et je vais vous montrer la maman. Tu aurais pu, ouais, carrément ramener les boîtes. Les en fait. boîtes Ouais, je t'ai pas je dit, les ai mais. identifiés par rapport aux boîtes. Ok, super. Donc voilà un petit groupe de jeunes Rhésus qui sont nés le 13 mai cette année. Et en fait, je vais vous montrer la maman parce que c'est un projet d'élevage assez particulier que j'ai commencé il y a vraiment longtemps. Donc voilà, Roman tient la maman. C'est une femelle Python Rhésus. Alors la mutation, c'est Black Axanthic de chez VPI. Donc VPI, pour ceux qui ne le savent pas ou les plus jeunes, c'est l'élevage de Dave et Tracy Barker au Texas. Dave et Tracy Barker qui sont des monstrueux éleveurs de pythons légendaires, légendes vivantes. Voilà, qui sont responsables d'énormément de naissances en captivité, d'espèces de pythons extrêmement rares. À l'époque, en 1996, ils arrivaient déjà à reproduire plus d'une douzaine d'espèces de pythons différentes en captivité. Ils ont quasiment reproduit plus des 3/4 des espèces de pythons qui existent sur le globe dans leur élevage. Et ils se sont aussi spécialisés à un moment dans les morphes. Pas uniquement que sur les formes naturelles, ils ont élevé des pythons de Savou, des Simalia Boeleni, enfin plein de trucs super rares. Et ils sont aussi responsables de certaines premières dans les mutations de Python Rhésus, dont les Axanthic VPI, dont les Spot-Nose, dont mince, le nom m'échappe, mais en fait plein de morphes qui sont les clowns, voilà. Le nom m'est revenu. Clown. Et oui, voilà, qui est une mutation maintenant qui avec tout le travail des éleveurs, fait des combos incroyables. Et donc, en fait, ils ont reçu au début des années 90 des spécimens sauvages venant d'Afrique qui étaient hyper noirs, comme ça. Alors, il faut savoir qu'ils avaient déjà sorti leur souche d'Axanthic. Donc, Axanthic, c'est quoi? C'est une mutation qui enlève les pigments jaunes. Xanthique, c'est la racine pour jaune, et axanthique, c'est comme A, mais quand on met A devant, ça veut dire avec sang, en fait, plutôt. C'était pas très clair. Pas avec sang, en fait. Sans pigments jaunes. Donc ça enlève les pigments jaunes. Donc c'est pour ça que ça fait des Python Rhésus, au lieu qu'ils soient cuivrés et noirs, qui sont gris, noir et blanc. Donc il y a 3 souches d'Axanthic connues en captivité, la souche VPI de chez Dave et Tracy Barker, la souche de chez Snake Keeper, Dave et Colette Sutherland, et la souche Joliffe, c'est le nom d'un autre éleveur américain. Et donc les Barker ont cette souche qu'ils appellent Black Axanthic et qui n'est pas compatible avec la souche d'Axanthic de base, en fait qui est complètement différente et super noire. Et j'ai eu cette femelle il y a fort longtemps directement de chez Tracy.
est belle, elle est costaud. Elle est magnifique, Ouais. elle mange super bien. C'est une souche hyper forte en fait, qui mange très bien, qui est vraiment très raide et sans aucun défaut ni quoi que ce soit. Et donc c'est un gène qui est récessif. Donc c'est pour ça que c'est des projets de longue haleine. Et j'avais voulu faire un projet d'élevage comme ça sur cette mutation parce qu'il se trouve que j'avais un mâle banana. Donc c'est une mutation qui donne des animaux hyper jaunes comme ceci. C'est une mutation qui est dominante. Et donc j'ai mis un mâle banana sur cette femelle black axanthique. Donc vous allez comprendre pourquoi. Et donc j'ai sorti des bébés directement qui étaient banana et black axanthique comme ce petit mâle. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que comme le black axanthique enlève les pigments jaunes et que le banana c'est tout jaune et orange et un petit peu violine comme ça, je me suis dit mais qu'est-ce que ça donnerait un banana comme ça en black axanthique? J'imagine que ça va être un truc un peu violet, lavande, enfin ça peut être un truc assez délirant. Donc je suis parti sur cette idée-là. Donc j'ai gardé pas mal de ces jeunes. Et là, j'ai décidé de vous proposer un trio qui vous permettrait, vous aussi, de sortir des black axanthiques comme ça, des bananas, head black axanthique et, si vous avez de la chance, des bananas black axanthique, puisque c'est la combinaison d'un gène dominant qui passe tout de suite, dès la première génération, et de gènes récessifs. Donc là, j'ai un mâle qui est banana head black axanthique, et les deux petites femelles qui sont absolument magnifiques, qui sont toutes les deux 100% head black axanthique, puisque la mère est la black axanthique qui est là. Et on peut remarquer, si on les comparait avec des Rhésus classiques qui ne sont pas head black axanthique, vraiment une coloration un petit peu particulière. J'ai toujours trouvé, ça fait plusieurs années que j'en sors, hein, ça fait 3 saisons en fait, pour être exact. Et j'ai déjà des femelles qui sont plus grandes et elles sont vraiment très contrastées avec des couleurs assez foncées et surtout des beaux marquages avec du noir. Enfin, la mère est très bien marquée aussi. Il y a aussi, ça c'est quelque chose de naturel qui se passe chez les Rhésus aussi, des fois le dessin, etc. Et donc, vous pouvez faire l'acquisition de ce trio qui n'est pas divisible. En fait, je vends juste les 3 ensemble. C'est un projet d'élevage qui vous permettra de sortir toutes les mutations que j'ai citées juste avant. Et voilà, ils sont dispo sur notre site. C'est un projet super intéressant parce que comme je vous le dis, en fait, cette souche, les Black Axanthic VPI, est très peu présente en Europe. Tracy en a très peu vendu en Europe, elle l'a surtout vendu aux États-Unis et au Canada. Donc c'est assez intéressant et je pense que ça peut être le départ de plein de combos et de mutations assez impressionnants. Donc ils sont magnifiques, comme vous le voyez par leur gabarit, ils mangent extrêmement bien. Et ça fait un joli projet si vous êtes intéressé par les Python Rhésus et les mutations notamment. Donc, non, tout le monde dit qu'elle est trop belle, la femelle. Ça c'est clair. Franchement, et elle mange du rat, elle sort comme ça. Enfin, c'est vraiment une souche qui bouffe super bien, qui mange du rat, qui est vraiment hyper peu farouche. La maman est magnifique. Exactement. Mais la maman, elle n'est pas à vendre, les gars. Non, c'est vraiment un souvenir. En fait, c'est un animal, j'y suis vraiment attaché. J'ai pas énormément de Rhésus à moi, mais en fait, j'y suis vraiment attaché parce qu'elle vient de chez Dave et Tracy. Voilà, c'est à l'époque, quand je l'ai eu, c'est un projet. Enfin, c'est des animaux qui étaient vraiment très très rares. Hein. Alors, c'est pas le plus important, mais pour à titre indicatif, à l'époque, quand je l'ai récupéré, c'était aux États-Unis, ça se vendait $5000. Et donc c'était pas facile à avoir et voilà, surtout elle vient directement de chez VPI, je l'avais choisi là-bas et tout, et c'est vraiment un animal souvenir. Il y a quelqu'un qui demande l'âge de la maman. Alors exactement, je dirais j'ai peur de dire une connerie parce que j'ai pas mal de trucs. Souvent, ça, Nico, non, c'est vrai, en général je suis assez sérieux. Et, les conneries, là, non, j'en dis pas trop, j'aime pas trop ça. Et si je dis pas de conneries, je pense que je l'ai eu
en 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. Et elle était juvénile quand tu l'as vue? Oui, je l'ai eu bébé. En fait, elle faisait cette taille-là, quoi. Donc ça devait être quelque chose comme ça. Entre 10 et 15 ans. Ouais, voilà, une dizaine d'années, ouais. Elle est vraiment très belle. Elle pèse 2 kg 400 et quelques, je crois, un truc comme ça. Je l'ai pesée récemment. En fait, c'était intéressant parce que, en fait, elle a pondu le 13 mai. Donc, et il se trouve que moi, je suis né le 18 mai. Et que le 13 mai, c'était un dimanche et on était en train de faire une méga teuf avec tous mes copains pour l'anniversaire. Et en fait, je suis passé, j'ai vu qu'elle commençait à pondre le matin et du coup, je suis revenu chercher les œufs et tout ça. Mais tout ça pour dire que, en fait, quand elle a pondu, je me suis amusé à la peser. Et effectivement, comme d'habitude chez les femelles pitons, elle avait perdu énormément de poids parce que la ponte était énorme. Hein, les œufs sont vraiment très gros chez les pitons et juste. Et en fait, je me suis amusé à voir comment elle rattrapait son poids. Et en fait, en à peine 5 ou 6 proies, je lui ai donné des rades à peu près de 200 grammes. Elle est revenue quasiment à son poids de forme. Donc, ça montre bien que les reptiles en captivité, ou les reptiles en général, et notamment les serpents et les boïdés, sont capables de fabriquer du boïdé, de fabriquer de la graisse et de fabriquer de l'énergie avec très peu de poids. Donc, une fois de plus, encore un exemple de il ne faut pas surnourrir ces animaux. Mais là, en fait, elle a récupéré un bon poids de forme. Je ne sais pas si je vais la remettre en repro cette saison, mais il faut que je trouve un mâle qui pourrait coller. Mais bien sûr, à terme, j'aimerais bien mettre un de mes mâles Banana Head Black Exotic sur elle, effectivement, pour sortir du Banana Black Exotic. C'est ça le but. Voilà, donc... Allez, je ramène déjà la maman et j'arrive. J'en suis très content, ils sont magnifiques. Il y a quelqu'un qui te demande si t'en vends à l'unité. En fait, là, j'aimerais bien vendre le trio, quoi. Et puis, en fait, pour une personne, c'est un projet qui peut, comme c'est récessif, c'est important d'avoir deux animaux qui sont, au moins 2 animaux qui sont porteurs du gène, quoi. Donc voilà, alors le trio est en vente à 1 000 €, les 3. Voilà. Donc ça fait grosso modo un peu plus de 300 € la pièce, ce qui est totalement raisonnable voilà, pour un projet comme ça. Les 2 femelles, puisque je les ai... Et c'est assez exclusif parce que j'en ai qu'un à vendre, les autres je les ai gardés. Parce que c'est ça le problème quand tu es passionné de reptiles et que tu dois vivre du reptile, c'est que en fait j'ai beaucoup de mal à vendre les animaux que je reproduis et même des fois ceux que j'achète, j'ai vachement envie de les garder. C'est ce qui fait que ça fait longtemps que je fais ce métier et que je n'ai absolument pas de Porsche Cayenne. Tu vas y penser. Mais j'ai des beaux serpents. Allez, on passe au suivant. Voilà, alors le suivant, pareil, on va rester dans les tons noirs, mais on va passer complètement dans un autre registre. On reste dans les serpents, bien sûr. On va commencer par les serpents et on finira par un lézard magnifique. Et voilà, alors... Ouais, si tu peux ne pas, si tu sais comment ne pas les mélanger, mais... Plutôt 2 et le dernier. Ouais, voilà. Voilà, alors là, on n'est plus chez les boïdés, mais chez les colubridés, avec un colubridé nord-américain, Pityophis melanolucus lodingi, donc le serpent des pins noir. C'est le seul Pityophis, le seul serpent du genre Pityophis qui devient absolument noir comme ça. J'adore ce serpent. C'est vrai que les serpents noirs, c'est vraiment cool. Et c'est bien black metal. C'est pour ça qu'en fait, il nous prend que des trucs noirs. Voilà. Ouais, pas que. Les mélange pas du coup si t'arrives à garder main gauche. Ouais, main gauche. Ouais. Donc voilà. Et donc c'est des jeunes nés cette année. Vous voyez, ils sont énormes. Les Pityophis naissent vraiment très gros. Alors, c'est une couleuvre que j'ai beaucoup présentée parce que déjà, je trouve que c'est une couleuvre qui est vraiment très intéressante. Certains Pityophis deviennent vraiment énormes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les Pityophis, toutes les espèces confondues, sont vraiment en voie de disparition parce qu'il y a vraiment un gros impact humain sur leur habitat. Hein. Ça, c'est comme pour
toutes les espèces animales, j'ai envie de dire. Et là-bas, ces espèces qui sont vraiment endémiques sont vraiment en danger. Donc en fait, les Américains à l'époque avaient le droit de les collecter dans la nature avec des quotas. Maintenant, ils n'ont plus du tout le droit de les collecter dans la nature. Donc même pour les éleveurs américains, certains pithiophyses deviennent très rares. Parce qu'à l'époque, il y avait des éleveurs qui les élevaient très bien, mais c'est des éleveurs qui sont partis à la retraite. C'était souvent des anciens, parce que c'était des animaux à l'époque qui étaient élevés bien avant les morts, bien avant tout ça, qui étaient élevés très fréquemment par des éleveurs américains spécialisés dans les colubridés de leur pays. Et ce qui était génial, hein, j'ai eu la chance d'en voir en 95-96 en allant à Orlando. Et chose qui a complètement disparu aujourd'hui. C'est vrai que bizarrement aujourd'hui, si vous allez sur un salon aux États-Unis, vous allez voir du python elchus, vous allez voir des boas, vous allez voir des rhacodactylus, plein de choses comme ça, mais assez peu finalement de super colubridés nord-américains. Et Dieu sait qu'ils ont un nombre conséquent d'espèces excellentes, et dont les pithiophyses. Et je me rappelle d'un énorme pithiophyse Melanoleucus en 96 ou 95 là, qu'un gars avait sur son stand. Il était monstrueux, mais genre un truc comme ça. C'était excellent. Et pourquoi j'aime bien vous présenter aussi les pithiophyses, parce que les pithiophyses font comme beaucoup d'autres serpents partie de ceux qui ont une mauvaise réputation, un peu comme certains colubridés asiatiques, comme les Tainura, comme les Orthiophis, etc., comme les Python curtus, comme certains Morelia, etc. Et j'aime bien pouvoir expliquer aux gens qu'en fait, tous les serpents sont les mêmes. En fait, ils ont juste peur de vous. Et si on arrive à les mettre en confiance, vous voyez, finalement, ils sont hyper cool. Et ils vont baisser la garde et ne plus être sur la défensive. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que ces animaux-là, une fois qu'ils sont en confiance comme ça, ils sont vraiment bien mieux en captivité. Et pour vous, en tant qu'éleveur de serpents, vous allez être bien sûr bien plus à l'aise. Il y a pas mal de gens, malheureusement, qui sont intéressés par ce type d'espèces, qui adoreraient les élever et qui se font décourager par des gens sur les réseaux sociaux qui leur disent non mais prends pas ça, c'est des espèces agressives, c'est hyper vénère, c'est machin. Alors que c'est faux en fait. C'est des gros bluffeurs déjà, c'est des animaux qui soufflent beaucoup quand ils ont peur. Donc ils vont se mettre un petit peu dans une position en S comme ça, un peu comme un crotal, et ils vont faire le souffler comme ça, la bouche ouverte, et ils ont un appendice spécifique, hein, les pithiophyses cartilagineux, qui fait qu'ils peuvent émettre un son vraiment très très fort. Donc ça c'est vraiment une particularité, mais en fait dès qu'on les met en confiance, en fait n'importe quel pithiophyse il peut être super cool, aussi cool qu'un Panthérophis guttatus, voilà. J'ai Annick qui me demande comment ça se passe au niveau législation pour acquérir ces animaux. Il n'y a pas de... Ah bah là actuellement il n'y a aucun problème avec les pithiophyses. Profitez-en, tant qu'on peut encore les avoir, j'ai envie de dire, parce que bon bah s'ils ont réussi à nous prendre la tête avec les Lampropeltis, Guetulus en disant qu'ils sont invasifs, effectivement ils pourraient très bien continuer avec tous les colubridés nord-américains. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se fédérer les herpeurs. On en parlera à la fin de l'émission, je vais vous parler d'associations qui vont nous aider beaucoup. Là il va y avoir des nouveaux textes de loi en 2023 qui vont pas être trop en notre faveur et tout ça. Donc il faut vraiment se fédérer plus que jamais derrière certaines associations comme Pro Natura par exemple. Donc je vous en parlerai à la fin de l'émission avec Roman. Et donc voilà, on a ces magnifiques pithiophyses qui sont sur le site. C'est des mâles. Et ils mangent super bien, comme vous le voyez, ils se portent à merveille, ils sont magnifiques et ils sont hyper cool. Donc en termes de législation, aucun problème, on peut les avoir, c'est pas IFAP, il n'y a pas besoin de les pucer, il n'y a pas besoin d'être évidemment capacitaire à partir du moment où vous êtes dans les quotas en termes de... J'ai Aurélien qui dit j'ai 5 pithiophyses, Mélano, saillie, le dinguit des pays et le côté bluff disparaît rapidement, espèce au top. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est un bon retour, ça. Bon retour, et puis surtout, voilà, en fait, il y a deux, en général, il y a deux catégories de gens dans ce type de serpent. Il y a les passionnés comme ce monsieur, voilà, qui connaissent l'espèce et qui l'ont et qui peuvent en parler très bien, et c'est génial. Et puis les gens qui les connaissent pas, qui les connaissent que par les racontards et pas par les gens qui les élèvent vraiment. Et quand on les élève vraiment et qu'on les aime vraiment, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont comme tous les autres, ils ont juste peur et dès l'instant qu'on les met en confiance, il n'y a aucun problème. Donc surtout, n'hésitez pas, lâchez-vous, n'écoutez pas tous les préjugés, les idées reçues sur les espèces,
parce qu'en règle générale, c'est vraiment infondé. Et si vous discutez avec des éleveurs qui élèvent vraiment ces animaux depuis longtemps, ils vous diront non, c'est pas comme ça que ça se passe. La preuve, là, ils soufflent même pas, rien, ils sont vraiment hyper cool, quoi. Voilà, donc des beaux petits Petiophis Lodingi qui vont devenir magnifiques et tout noirs. Hop. Donc ils sont sur notre site et si vous voulez plus Je les de ai mélangés photos ou- quoi que- Non, c'est bon. T'as repéré? Ouais, j'ai gardé l'œil dessus. Voilà, on va rester toujours chez les serpents. Et là, on va repartir chez les boïdés, que j'affectionne tout particulièrement, et particulièrement les espèces australiennes, et particulièrement une espèce australienne qui me fascine depuis de nombreuses années. Les Morelia spilota, donc les pitons diamants. Donc j'ai élevé énormément de Morelia spilota dans ma vie, hein, à l'époque d'NH Reptile et tout ça, j'avais vraiment beaucoup de sous-espèces. Donc les Chenei, Metcalfei, les Variegata, Giant Jaya. Si tu sais les reconnaître, oui. Si tu les bouges pas, pour moi c'est bon. Ok. Et donc, j'avais une centaine de spécimens en McDowelly et autres sous-espèces, mais j'avais pas du tout de python diamant, puisque à l'époque déjà, premièrement, ça coûtait une grosse fortune et on n'avait pas trop de recul. C'était quand même assez chaud au niveau de la période d'hivernage et tout ça. Et j'avais des pièces plutôt chaudes, je faisais plutôt des animaux tropicaux, hormis les Spilota Metcalfei qui sont aussi dans le sud de l'Australie. Et donc c'est pour ça que je m'étais jamais vraiment lancé sur cette espèce, cette sous-espèce de Spilota, que j'avais toujours admiré et désiré, on va dire. Et en plus, ce qui est intéressant avec cette espèce de Morelia spilota, c'est que c'est la seule espèce de python au monde qui vit sous 4 saisons. En fait, il y a dans le sud-ouest de l'Australie, là où vivent ces animaux, il va y avoir 4 saisons, donc un réel hiver. Et en fait, ils ont vraiment un comportement qui évolue en fonction des saisons. Ils changent même de biotope. En fait, c'est le docteur Richard Shine qui a découvert ça en faisant une étude avec des télémetteurs qu'il implantait sur les animaux dans leur milieu naturel et qui pouvaient suivre comme ça en fonction tout au long d'une année sur les différentes saisons. Et il s'est aperçu d'énormément de choses. C'est grâce au docteur Richard Shine qu'on connaît énormément de choses sur la vie dans la nature de ce type de serpent et de plein d'autres serpents d'ailleurs australiens, hein, d'autres pythons, les Liasis fuscus par exemple et tout ça. Il a mis une énorme contribution à la connaissance de l'écologie de ces animaux-là. Et en fait, donc là ça y est, je me suis lancé depuis quelques années à monter un petit groupe maintenant que j'ai beaucoup moins de serpents et j'ai pu faire une pièce plus fraîche pour pouvoir leur faire des conditions hivernales correctes. Et je suis super heureux et on en a aussi eu régulièrement venant d'autres élevages, puisque moi pour l'instant je les ai encore jamais reproduits, donc c'est un nouveau challenge et je suis super content. Et évidemment, je travaille avec beaucoup d'éleveurs de pythons australiens depuis presque une trentaine d'années. Et qu'est-ce que tu fais? Il a faim. Donc, il mange super bien. En fait, c'est vraiment une espèce incroyable. Il y a un changement ontogénique qui est ouf. Donc là, on peut voir des spécimens qui sont nés en août. En fait, c'est une très bonne lignée. Puisque c'est une lignée à la base qui vient du zoo de San Diego et qui a été reproduite beaucoup en Scandinavie par des éleveurs scandinaves. C'est une lignée, j'ai quelques adultes de cette lignée-là qui sont absolument magnifiques. Donc évidemment absolument purs. Et quand ils sont... Mais arrête! Et quand ils sont... lui, il va manger super bien. Ouais. Et ils sont déjà bien grassouillés et tout. Et quand ils commencent à grandir, après 6-8 mois, là on commence à avoir le changement ontogénique qui opère et à chaque mue on va avoir
de plus en plus de couleurs et de contrastes qui arrivent avec ces formes de diamants, hein. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les pitons diamants qui se forment un peu partout. Alors il y en a qui vont se colorer un peu plus vers le jaune, d'autres qui vont se colorer un petit peu plus vers le blanc et des entre-deux. Ce qui est super marrant, c'est que dans la nature, en fonction des localités, ils peuvent être plus ou moins noirs. Apparemment, des informations que j'ai d'éleveurs australiens en fait, qui ont la chance de les observer sur le terrain ou d'avoir des spécimens avec des localités bien déterminées. Et ce qui est super intéressant aussi dans cette espèce, c'est le fait que les mâles, par exemple, ne se combattent pas. Chez tous les autres Morelia spilota, en fait, les mâles se combattent vigoureusement. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment violent, ils peuvent se mordre et tout ça. Donc, en fait, si on les met en présence pour stimuler la reproduction, ce qui est quelque chose de super intéressant et de super parfois important pour réussir une reproduction, on n'a pas du tout ce problème-là avec les spilota, puisque dans la nature, ils font des agrégations de mâles, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une dizaine de mâles en train de courtiser la même femelle. Donc d'ailleurs, le dernier bouquin de Richard Shine, c'était quoi le titre déjà? Ça veut dire en fait tellement de serpents et si peu de temps. C'est ce que je pense depuis longtemps. Mais en fait, la couverture du bouquin, c'est Richard Shine avec son antenne pour trouver les serpents qui ont des téléméteurs, et il tombe sur un gros nid une grosse agrégation de pitons diamants comme ça. La photo elle est assez dingue et j'aimerais vivre ça un jour. Et voilà, les mâles ne se combattent pas du tout. Donc, et le fait d'avoir plusieurs mâles stimule vraiment la reproduction. Donc là, ces deux jeunes sont des mâles d'ailleurs. J'ai Jean-Luc qui a une question. Vas-y Jean-Luc. Bonjour à vous. Pensez-vous qu'il est possible de les élever dehors en volière en France, plus précisément dans le nord? Dans le nord, je pense que c'est un peu chaud. Dans le sud, c'est carrément possible. Parce qu'il y a plein de gens qui le font en Australie déjà. Et je pense que dans le nord, c'est un peu plus tendu parce qu'en fait, je pense qu'il fait pas assez beau assez longtemps. Je veux dire, c'est pas vraiment l'hiver, le problème, c'est le reste du temps. Et notamment l'humidité et la pluie. Dans le sud de la France. Mais par contre, dans le sud de la France. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo en exemple qui illustre bien ça, d'une réussite à l'extérieur. Alors, c'était pas exactement avec du Morelia spilota, donc des pitons diamants. C'était avec du Morelia spilota Metcalfei, le Inland Carpet Python, qui est aussi une des espèces qui est dans le sud de l'Australie et qui est très proche de l'aire de répartition des spilota. J'en ai élevé par le passé, c'était une sous-espèce qui était vraiment introuvable en Europe. Et donc, on a vendu des spécimens à un zoo. La vallée des tortues d'ailleurs, avec Charlène, que je salue si un jour elle tombe sur cette vidéo. On avait fait une vidéo sur la chaîne YouTube à la vallée des tortues où j'avais montré ça justement en plus des tortues. Et donc ils ont un groupe de Morelia spilota Metcalfei qui vit dans une volière en fait dans le parc. Et ils mettent simplement pendant l'hiver des panneaux sur le grillage en fait pour isoler. Voilà. Mais et en fait, ils ont réussi, donc ils les maintiennent comme ça, ils les élèvent comme ça, et ils ont réussi à les reproduire. Ils ont eu des jeunes la saison dernière, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup d'animaux comme ça. Et alors, ce qui est intéressant, pourquoi on peut le faire avec cette espèce-là? Parce que c'est des thermorégulateurs. Hein, je vous ai déjà expliqué la différence entre les thermorégulateurs et les thermoconformistes. Les thermoconformistes, par exemple comme les pitons curtus, eux, ils vivent dans un endroit où il n'y a pas de gros changements thermiques. Donc, ils sont plus ou moins toujours à la même température. Donc, en fait, ils n'utilisent pas la thermorégulation. Ça sert même à rien de leur mettre un point chaud dans le terrarium, ils ne vont pas l'utiliser. Alors que eux, c'est vraiment des thermorégulateurs. Ils vivent dans un endroit où il fait froid, il fait chaud, il faut trouver des rayons de soleil et tout ça. Et d'ailleurs, quand en hiver, ils changent de biotope et ils vont dans les pans rocheux pour se cacher, pour se mettre à l'abri du froid. Dès qu'il y a une journée un petit peu ensoleillée, ils sortent. C'est pas une vraie hibernation comme les colubridés nord-américains ou comme nos tortues d'Hermann par exemple. Ils vont sortir quand il fait beau, ils vont s'exposer au soleil, augmenter la température de leur corps et retourner dans leur cachette un peu après. Donc en fait, ils sont vraiment capables d'aller chercher. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de les observer même en captivité parce que dès qu'on met de la lumière, hop, ils vont tout de suite aller s'exposer sous la lumière parce que pour eux, lumière égale chaleur.
Donc en fait, ils savent absolument se thermoréguler et ils savent trouver les zones thermiques qui leur conviennent et qui leur sont nécessaires. Donc oui, la réponse était très longue, mais en fait, on peut la résumer par oui. Vous êtes habitués, les gars. Voilà. C'est bon. J'aime bien vous donner un peu de détails parce que si je dis juste oui... J'ai une autre question sur Insta. Pour la repro, du coup, tu introduis plusieurs mâles dans le terrain de la femelle pour la stimuler. Absolument. Ouais, c'est carrément mon intention. Donc là, actuellement, c'est l'hiver. Donc, comme c'est des animaux qui sont... qui ont une période hivernale, c'est ce qu'on appelle des spring... c'est des animaux qui s'accouplent au printemps, en fait, parce qu'il faut forcément que les conditions thermiques soient un peu plus clémentes pour qu'ils aient la pêche pour s'accoupler. Donc, en fait, en général, c'est des animaux qui s'accouplent au printemps. Et c'est pour ça que là, je vais attendre toute la sortie d'hiver avant de les mettre ensemble. Donc, j'espère... Alors, je ne sais pas si mes femelles seront prêtes cette année parce qu'elles n'ont que 4 ans et elles ne sont pas forcément énormes. Mais il y a peut-être une 5e année à attendre. Il faut être patient dans la terrariophilie, c'est ça le problème. C'est que des fois, vous êtes tous un petit peu impatients. Donc, des fois, voilà. C'est pour ça que c'est tellement, on a tellement de plaisir quand on réussit un projet d'élevage parce que des fois, on a mis 5 ans, 7 ans avant d'avoir ces bébés-là, le temps de faire pousser les animaux, d'arriver à trouver comment ça marche. Des fois, même 10 ans, effectivement. Et donc... là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va voir j'ai hâte de voir le comportement des mâles en train de courtiser les femelles et tout ça, mais je vais utiliser plusieurs mâles. Mais d'ailleurs, avec les autres Morelia, ceux qui se combattent, comme les Chenei, les McDowelly, les Variegata, tout ça, j'utilise aussi plusieurs mâles. Sauf que là, pour le coup, je reste devant, je laisse le terrarium ouvert, je les mets ensemble et je laisse l'opportunité aux mâles de pouvoir s'éjecter du terrarium parce que quand ça chauffe de trop, il faut qu'ils puissent sortir facilement, que je puisse récupérer. Donc, voilà. L'idée, c'est juste de les faire se rencontrer pour qu'ils se fightent un tout petit peu. On peut aussi utiliser les odeurs de l'autre mâle en utilisant de la mue ou tout ça. Par exemple, une routine que j'ai depuis de nombreuses années, c'est que pendant la période de reproduction, pendant la période des accouplements, je ne nettoie pas à fond mes terrariums. C'est-à-dire que je peux retirer des excréments, mais je ne change pas le substrat pour justement laisser toutes les odeurs des animaux et tout ça, parce que les mâles vont dégager des phéromones, mais les femelles aussi. Et en fait, je l'ai très souvent remarqué dans le comportement des femelles, quand les mâles se combattent, ça dégage quelque chose qui fait que ça les excite et qu'elles changent de comportement et qu'elles deviennent réceptives, voire qu'elles commencent à faire grossir leur follicule, quoi, avoir un déclenchement sexuel important, hormonal. Donc c'est une des clés pour reproduire pas mal d'espèces de pitons et de boas, en fait, d'avoir plusieurs mâles. Bah, justement, on parle de boas. Sur Facebook, on me demande si on a des bébés boas à vendre. Ah oui, carrément, on a même des super beaux boas. On peut peut-être déborder un petit peu et vous en montrer un ou deux. Puisque là, donc, on a fini avec les Morelia spilota. On va les remettre. Donc, j'ai pas changé. Non, c'est bon, t'as pas changé. Il n'est pas changé. Oui, voilà, c'était ça. Hop. Hop, j'arrive. Vernis vert, bravo. Oui. Romane a les ongles aux couleurs de sapin. On va mettre dans l'ambiance. Ouais. Tu devrais aussi mettre quelques boules sur tes doigts. Boules brillantes, chatoyantes de Noël. Les décorations de Noël, ça fait toujours plaisir et c'est vrai que c'est une ambiance particulière. Hein. Moi, j'aime bien les lives de Noël. Donc, puisque vous avez demandé du boa, je vais vous montrer du boa. Et on les avait montrés dans le dernier live, c'est pour ça que je ne les avais pas prévus. Mais regardez-moi ça. Alors, ils sont magnifiques, j'en suis hyper fier et heureux. C'est de magnifiques bébés de boa constrictor du Suriname, nés en captivité ici en France. Donc voilà, qui sont magnifiques. On a aussi des boa constrictors Amarali en ce moment qui sont très rares et vachement chouettes, que l'Allemagne nous envie. Et qui ont fait un tabac auprès des éleveurs allemands. Et regardez ces jeunes, pareil, il va y avoir un changement autogénique, mais ils sont absolument magnifiques. Et je suis vraiment très heureux d'en avoir parce que du très beau Suriname né en captivité, c'est pas tous les jours. Hein, c'est pas comme l'impérator. Donc voilà, c'est nos très beaux boas du moment. Il nous en reste très peu d'ailleurs. Voilà, des Suriname. Et il nous reste un ou deux couples d'Amarali aussi, avec peut-être quelques mâles en rab. Je vais vous montrer un Amarali. Est-ce que vous voulez voir des Amarali? Ouais, des Amarali.
Ça vaut le coup peut-être de montrer. Ouais, carrément. Bon, de toute façon, ils sont sur notre site. Hein, bah, à la limite, tu peux garder celui-là et puis tu ramènes un Amarali, comme ça on voit les différences. Je vais vous montrer les différences entre du boa constrictor. Alors, à l'époque, constrictor et aujourd'hui, boa constrictor. Il est passé au rang d'espèce. Donc, c'est ce que les Américains, enfin les Anglo-Saxons appellent the true red tail boa. C'est le vrai boa à queue rouge. Puisqu'effectivement, cette queue un peu grenat aujourd'hui, quand ils sont petits, devient un petit peu plus rougeâtre grenat en fonction des spécimens. Et donc voilà, ici, dans la main de Roman, boa constrictor Amarali, donc qui lui vit plutôt en Bolivie, au Brésil et au Paraguay. Donc beaucoup plus rare en captivité. Même aux États-Unis, il y en a très peu. C'était marrant, là, quand j'étais à Ham, j'en avais présenté. Et des éleveurs américains s'arrêtaient pour dire oh, t'as des Amarali, y compris Bob Clark d'ailleurs, voilà, Bob Clark, une des légendes de l'herpétoculture, voilà, il est venu, il a dit oh la vache, ça faisait super longtemps que j'en avais pas vu et tout ça. Et c'est des animaux vraiment exceptionnels qui sont vraiment différents parce que si on regarde et qu'on compare donc la queue, alors déjà bon, au niveau de coloration, vous voyez c'est beaucoup plus grisé. Je pense que j'ai des questions. Si au niveau d'accord. Quelqu'un qui te demande comment on fait s'il veut l'acheter depuis la Belgique. Ah, bah c'est ça. Bah c'est possible, il suffit d'une bonne carte de crédit. Et on peut livrer en Belgique aussi. Et et on salue d'ailleurs tous nos amis belges parce qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent en Belgique, qui regardent les vidéos et ça fait vraiment plaisir. Quand je fais des salons, je les rencontre et c'est vraiment cool. Donc là, vous voyez, au niveau des ocelles, on a vraiment les ocelles en forme de Batman. Sur celui-là, c'est un peu moins, mais ça peut l'être. Et surtout, là, au niveau de la tonalité des couleurs, on est plus là sur du grisé, du rosé. Là, on est plus un petit peu beige. Et surtout, la grosse différence, c'est au niveau de la queue. Parce que sur le red tail, on a une très longue queue colorée. Alors que sur l'Amarali, on a une toute petite queue. Vous voyez, le dessin de la queue, il s'arrête direct, même avant le cloaque, quoi. Donc ça, c'est la grosse différence. Et là, on voit que c'est du pur il y a Amarali. Steve Maes qui nous dit Big Up du Sud, je vous enverrai bien un peu de soleil, mais il n'y en a pas. Bon, bah voilà. Bah écoute, merci, l'intention était déjà super. On est tous dans la même merde, quoi. Bon, j'ai envie de te dire, pour nous ici, ça change rien, il fait toujours moche. Bah, quoique des fois, il fait beau. Ouais, mais effectivement, on aimerait bien aller un peu. Par rapport au sud, c'est sûr. Voilà, c'est un peu de luminothérapie nous ferait du bien. Bien qu'ici, on est quand même au chaud et à la lumière. Quoi. On ne travaille pas dans les champs, donc on a cette chance-là. Mais voilà, de magnifiques boas. Moi, j'ai toujours été un fan de tout ce qui était boa constrictor et sous-espèces de boa constrictor. C'est une fois adulte, ça devient magnifique. Oui, du coup, pour en revenir aux envois à la Belgique, c'est le même principe que l'on envoie en France. Voilà, alors pas dans toutes les villes de Belgique, malheureusement. Puisque en fait France Express ne couvre pas toutes les villes de Belgique, mais après on peut s'arranger. Moi j'ai déjà donné des rendez-vous à des clients belges en regroupant les commandes et tout ça. Enfin, on arrive toujours à trouver une solution de livraison. Et donc voilà. Bah, c'était pas prévu, mais parfois ça m'arrive aussi d'aller voir mon pote de Mike Reptile Park qui s'appelle Mike et qui a Reptile Park. Et et que j'aime beaucoup. C'est pas casser la tête quand même. Et avec qui non, il est pas très inventif comme garçon. Par contre, ses vitres sont super propres. Ouais, c'est vrai. T'as envie de mettre les doigts dessus, quoi, parce que bon, d'un moment. Si tu fais ça, il te tombe le crâne. Ah, si tu veux perdre tes cheveux, voilà. Bon, regarde, avant j'avais une longue chevelure blonde comme celle de Roman. J'ai mis les doigts sur les vitres. Donc voilà, c'était cool de vous présenter ces boas. C'est vrai qu'ils ont la cote, hein, pour le coup. Ils sont magnifiques. Et puis il me reste quelques black stripes aussi. Veux-tu aller nous montrer les black stripes? Ah oui, je vais vous en ramener un. Hop, je disparais de l'écran parce qu'il faut choisir. Je reste seule, j'attends que Nico arrive. Bon, surtout, n'hésitez pas à nous poser aussi les questions. Hein. Ce soir, on avait prévu de répondre un peu à vos questions, d'aborder les sujets que vous vouliez aborder, éclaircir certains points. Voilà, on voulait aussi prendre le temps de répondre un peu aux questions parce que généralement, pendant les lives, on vous montre les animaux. Voilà, on a un peu focus là-dessus, mais on se rend compte après coup qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Donc ce soir, vous pouvez vous lâcher. Bon, voilà, et si vous n'avez pas de questions, vous regardez, on peut se casser aussi et rentrer chez nous, manger des chocolats de Noël. Et voilà, alors il me reste quelques spécimens de black stripe.
Voilà aussi un projet d'élevage commencé en 99 sur des petits boas qui avaient une coloration et un patron différent. Donc c'est une mutation dominante incomplète qui est assez incroyable. Donc ça, c'est des jeunes qui sont nés ici il y a 2 ans. C'est une petite localité, je ne la connais pas exactement puisque c'est à l'époque, j'avais acheté le mâle sur une bourse en Allemagne à l'époque où personne connaissait rien à rien. Et j'avais trouvé qu'il était chelou. Et à l'époque, Stéphane de Happy avait acheté la femelle et on avait commencé ce projet d'élevage ensemble. Et la femelle est morte et le mâle qui est toujours là. Je vous le montrerai un jour dans une vidéo. Il est de 99, vous vous rendez compte. Et en fait, là, j'en suis à la 4e génération. Donc, là, ça fait pas mal d'années qu'on les reproduit. Et en fait, on a cette espèce de super stripe sur le dessus. Alors, ils peuvent être très variables. Parfois, ils ont le ventre super orange. Ils sont vraiment très très beaux. Donc, il me reste quelques spécimens d'il y a 2 ans. Là, je sais pas, j'ai gardé 4 spécimens vraiment très chouettes que je vais essayer de reproduire dans le futur. Je vous les montrerai lors d'une vidéo parce qu'ils sont vraiment ultra canons. Mais celui-ci, par exemple, est superbe. Avec, on voit une ligne complète. Hein. Moi, en plus, j'adore les stripes. Enfin, j'avais toujours adoré tout ce qui était stripe, tout ce qui était ligné. D'où le nom rectiligne. Non, pas du tout, en fait. Et, Le mec jusqu'au bout, quoi. et en fait, voilà, sur les black stripes, vous avez souvent, donc c'est pour ça qu'on les avait appelés comme ça, la grande ligne sur le dessus et des médaillons comme ça bien ronds sur le côté. Ça, c'est un des. Et bon, j'ai jamais vraiment travaillé cette mutation en addition avec d'autres mutations du type albinos ou quoi. Ça aurait été super intéressant parce qu'un animal comme ça en albinos, pour ceux qui aiment les mutations, ça peut faire un super truc. Mais enfin, déjà en termes de. Comme ils sont là, c'est déjà vraiment super sympa. Donc si vous cherchez un petit boa, mais spectaculaire, bah là la mère de ce boa là, elle fait 2 kilos quoi. Elle fait même pas 1m60. C'est vraiment du tout petit. Le père pareil. Donc là c'est des animaux qui dans 2 ans seront reproducteurs. Alors Philippe, pour répondre à ta question, le Suriname que Nico avait dans les mains tout à l'heure, c'est un mâle, à savoir que nous avons aussi des femelles, on a encore des couples, ouais. Si tu veux, je peux les remettre. Ouais, je crois que j'ai laissé le tiroir. Oui, tu as laissé le tiroir ouvert. Et du coup, donc, au niveau des serpents, on a fait le tour. Oui. Sur les nouveautés, là on vous montrait un petit peu voilà, ce qu'on vous a déjà présenté précédemment. On va passer aux questions, non, s'il y en a. On passe aux lézards. Ah oui, on passe aux lézards, putain, mais tu as raison. C'est vrai. Et là, en plus, c'est un super lézard que j'adore. Hey, il arrive de l'autre côté. Roman, elle se téléporte comme ça. Ouais. Ah non. En fait, c'est notre ami Mejdi qui est là. Regarde, fais coucou, Mejdi. Salut. Voilà, tout droit revenu du Qatar. J'allais chercher du gaz. Et qui, à chaque fois, vient nous aider sur l'émission, avec qui je partage parfois la route. Donc merci à lui, c'est grâce à lui que je ne suis pas encore mort. En revenant de Ham. Et voilà, alors un lézard de rêve mythique pour moi, c'est Varanus gloerti. Petit varan australien absolument craquant. Là c'est des bébés, hein. Les adultes font 70 cm, vous voyez, beaucoup de queue, une très longue queue. Alors, mon histoire personnelle avec cet animal, elle est... on va zoomer un petit peu parce que là on est sur de l'infiniment petit. Vous vous rendez compte, c'est un varan australien. Et on voit très bien ce long cou, là il est en train de faire une mue. Il mange bien à la cantine, hein. On voit qu'ils ont un bon gros bidon. Donc là c'est des bébés qui ont 2 mois, d'une très bonne souche de Gloerti. Alors Varanus gloerti, le varan de Kimberley, donc il vit... dans les Kimberley, qui est une région complètement, on va dire, sauvage, au nord-ouest de l'Australie. C'est là aussi où on trouve Morelia carinata, un python australien incroyable, que je vous avais déjà présenté. Et en fait, j'ai toujours été ultra amoureux de ce varan, parce que je le trouve magnifique au niveau coloration. Il y a plein de détails. Bon là, ils sont petits, alors c'est plus difficile à voir, mais cette queue annelée blanche et noire, le dos qui est parfois avec des ocelles
un peu bleuté et avec un fond qui peut être orange, voire rouge complètement. Comme vous le voyez, c'est des animaux qui sont hyper calmes. C'est hallucinant. Ils sont toujours hyper faciles à mettre en confiance. Ils se retournent jamais pour se défendre ni rien du tout. Ils sont hyper intéressants. Et la première fois que j'en ai vu un en vrai, parce qu'avant c'était complètement introuvable puisque c'est australien, c'était en 98 aux États-Unis. Et c'était un éleveur américain. Donc il y avait une boîte qui s'appelle Rare Earth. La terre rare. Ouais, c'est pas facile pour un Français de dire ça. Et en fait, j'ai pris une photo de ce gars il avait un animal qui devait avoir un peu plus d'1 an, donc qui était assez grand, dans les mains, et je l'avais pris en photo. Et j'ai gardé cette photo sur mon bureau pendant longtemps parce que je me suis dit un jour j'en aurai quoi. Un jour il sera mien. Oh oui. Et en fait, quelques années plus tard, ils sont arrivés en Europe grâce à un élevage américain et il y a des éleveurs anglais qui ont réussi à en importer, des Allemands aussi. Et des souches sont arrivées en Europe et forcément j'en ai acheté. Et au début j'ai pas eu de bol, j'ai eu surtout des mâles parce que c'était impossible, enfin c'est toujours difficile à sexer mais à l'époque c'était carrément impossible, hein, il n'y avait pas l'échographie, tout ce qu'on connaît maintenant. Et en fait j'avais acheté 4 mâles malheureusement. J'avais pas eu de bol, dont un qui s'est fait manger par un autre parce qu'ils sont extrêmement cannibales et ils sont capables de manger des proies énormes. Donc en fait ils s'étaient mangés l'un l'autre. Enfin, un avait mangé l'autre et il l'a digéré. Hein. J'ai même pas osé le toucher. Il l'a digéré. C'était assez hallucinant. Il a la queue qui sortait comme ça pendant un jour et tout. C'est ouf. Et donc, à terme, j'ai quand même réussi à faire des groupes et je les ai reproduits moult fois. Et je les ai plus aujourd'hui, mais je les regrette beaucoup parce que c'était vraiment une espèce super intéressante avec des comportements incroyables. Ils sont hyper bons grimpeurs. Ils vivent pas forcément dans des arbres, ils vivent plutôt dans des rochers. Ils chassent beaucoup d'autres lézards. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe au cannibalisme. Il faut toujours bien les nourrir et puis qu'ils soient toujours bien de la même taille. Mais ils sont incroyables. Ils sont capables de faire des sauts pour attraper des proies. Enfin, quand on leur lance des criquets en l'air, ils peuvent les attraper au vol et tout. Ils sont vraiment incroyables. Et ils cohabitent plutôt bien quand ils sont de la même taille. Moi, mes adultes, je les gardais en trio et ça se passait vraiment bien. Les mâles n'étaient pas trop agressifs, enfin même pas du tout agressifs avec les femelles et tout ça. Ils se reproduisaient toujours aux mêmes périodes. Vraiment hyper cool. C'était top de les voir naître. Et c'est pour ça que c'est une espèce que je suis toujours heureux d'avoir, même s'ils sont pas nés ici. Et à chaque fois, je dois me retenir de ne pas en reprendre parce que voilà, quand on aime une espèce, c'est un peu comme un virus, quoi. Des fois, on arrête et puis mais ça revient, quoi. C'est comme l'herpès. C'est comme l'herpès. Voilà, les gars, retenez les varans, c'est comme l'herpès. Bah, c'est pas que les varans, hein, ça peut être les boas, ça peut être n'importe quoi. En fait, quand tu as vraiment flashé sur une espèce une fois dans ta vie, même quand tu as arrêté de l'élever, tu peux être sûr que tu peux retomber. C'est un peu comme, malheureusement pour eux, les héroïnomanes ou les cocaïnomanes. Un autre sujet. Donc j'ai pas mal de questions oui. qui ne concernent pas forcément du coup le petit. Bon, pour dire donc, concernant les Gloerti, donc ils sont déjà sur notre site ou pas? Oui, il y en a un qui est sur le site. On a 3 spécimens. J'en ai mis un sur le site avec une petite vidéo, etc. Donc on va finir les 2 autres. Ils sont tous prêts à partir. D'accord. Bon, voilà. Ils mangent super bien. Ils mangent de l'insecte. Parce qu'il faut savoir que des fois, les bébés Gloerti, par rapport à d'autres varans australiens type qui sont fréquents en captivité en Europe, comme les Varanus acanthurus ou les Varanus Gloerti, ils mangent très bien de l'insecte quand ils sont adultes et tout ça. Et il y a certaines souches et certains bébés qui sont un peu galères sur l'insecte au départ et qui mangent plutôt des bouts de souriceau. Ça, c'est un petit truc que j'ai trouvé et que j'avais trouvé par hasard. Et en fait, qui m'a sauvé pas mal de bébés. Et j'ai filé cette astuce parce que j'ai jamais fait de rétention d'informations. Ils partagent. Voilà, pas comme certains qui malheureusement pensent plus à eux qu'aux animaux en général et aux hobbies en général de la terrariophilie et de l'élevage surtout. Donc eux, ils mangent super bien des insectes et ils chassent super bien. Voilà, donc. Bon, bah voilà. Est-ce on peut attaquer les questions si tu veux et poser ça. En fait, il y en a pas mal. Donc, la première qui est ressortie, c'était concernant les herptech noirs. Oui.
il n'y en a plus. La question Alors, c'est pourquoi il y en a. Enfin, non, en qu'est-ce fait, qui se passe, pourquoi il y en a en plus, fait, on les fait plus parce que on voulait. En fait, la couleur noire est très compliquée au niveau de la matière plastique. En fait, elle marque beaucoup plus que le gris et le beige. Le gris et le beige sont à peu près indestructibles. Et le noir, en fait, était beaucoup plus fragile, surtout dans les transports. C'est-à-dire qu'une fois installé, après, ça va. Mais dans les transports, il pouvait y avoir plus souvent des griffes, des choses comme ça. Des fois, selon les séries, en fait, les noirs n'étaient pas exactement. Pourtant, on n'utilise que du polyéthylène teinté masse, c'est-à-dire que la poudre de plastique est directement teintée à la couleur. C'est pas un colorant qu'on rajoute, comme certains autres polyéthylènes dans d'autres marques de terrarium. Là, c'est pour ça que les AirTech sont hyper lisses et hyper opaques. Quelle que soit la couleur, et que vous pouvez avoir acheté 5 AirTech en 2003 gris et en racheter 20 ans plus tard une dizaine, ils auront exactement la même couleur. Ça, c'est l'avantage du teinté masse. Pour ce qui est du noir, voilà, c'était assez fragile. On a eu, enfin, fragile dans le sens au niveau des rayures, des choses comme ça en transport. On a eu pas mal d'aléas avec ça. Au niveau des séries, des fois, ils étaient plus mat, d'autres un petit peu plus brillants, des choses comme ça. Donc, c'était une couleur un petit peu plus difficile à gérer. Donc, du coup, on a préféré arrêter complètement et se concentrer sur le gris et le beige. Maintenant, le gris marche super bien et les gens adorent cette couleur. Et en fait, c'est un bon compromis parce que ça reste design, mais en même temps, c'est relativement clair parce que le noir, il fallait éclairer beaucoup. Sinon, on voit rien à l'intérieur. Bon, pour repérer les parasites, c'est pas forcément top. Voilà. Donc, maintenant, on ne le fait plus en stock. En revanche, si vraiment vous avez une commande spécifique d'un certain nombre de terrariums, on peut en discuter. Donc, on peut le faire à la commande, mais il faut qu'il y ait un nombre minimum de terrariums, bon, si au moins 6 ou 10. De toute façon, vous savez où nous contacter. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, on étudiera les cas au cas par cas, mais en tout cas, c'est plus une couleur qu'on fait en stock, on fait gris et beige. J'ai une autre question du coup, donc, concernant les AirTech, c'est bon. J'ai Delphine. Salut Delphine! Qui nous pose ça, c'est sur Facebook alors. Ouais! Ah, on est de retour! Donc ça c'est une question plutôt d'un cas particulier chez elle. Nous avons une femelle Morelia McDowelly qui ne veut plus manger depuis que nous l'avons changé de terrarium et rajouté une cachette. Et que peut-on faire? Son nouveau terra c'est un 120-60-45, la femelle est adulte. D'accord, et bah en fait... Il faut déjà analyser depuis combien de temps elle ne mange plus. Ça peut arriver. Moi j'ai déjà vu ça, des animaux qui changent complètement de comportement et ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que je me rappelle avoir récupéré une femelle McDowelly chez un éleveur qui me disait moi elle mange pas chez moi, une femelle adulte hein, dans son terrarium et tout, il l'avait depuis longtemps et il me dit voilà moi j'arrive jamais à la nourrir, elle m'emmerde et tout ça, est-ce que ça, si tu veux je te la donne. En fait et je l'ai récupérée et en fait je l'ai ramenée chez moi dans ma pièce d'élevage. Et comme c'était complètement pas prévu, j'avais rien préparé je suis arrivé chez lui, il m'a proposé ça, c'était pas du tout prévu. Je l'ai mise dans un rack, dans un tiroir, en fait, un grand tiroir en rack. Et je l'ai laissé une semaine, le temps de me retourner et de faire le truc. Et puis, comme je faisais une distribution de nourriture et que je l'avais pas encore changé, je me suis dit bon, j'étais en train de nourrir ce rack et je me suis dit tiens, je vais essayer. Et en fait, j'ai tiré le tiroir, j'ai proposé, elle a pris le rat. Donc, je l'ai laissé dans son tiroir, je l'ai réessayé la semaine d'après, et en fait, elle mangeait comme une folle. En fait, pourquoi, comment, voilà, c'est le mystère des serpents, c'est ça qui est beau dans la terrariophilie, c'est que, en fait, ce que nous, on peut penser dans notre tête d'humain, en se disant, ouais, ils ont besoin de plus de place, ou de moins de place, en fait, c'est eux qui décident au final. Il y a parfois des animaux, ils préfèrent être dans des configurations plutôt petites et c'est comme ça qu'ils se sentent bien et il faut pas toucher. Et on veut faire un super truc en se disant ils vont être vachement mieux, puis en fait ils vont pas être bien. C'est comme ça des fois. Et ça veut pas dire qu'il faut forcément la remettre dans son terrarium. Après, il faut peut-être lui laisser simplement le temps. Faut pas être trop pressé. Là, c'est l'hiver en plus. C'est voilà. Donc peut-être la laisser jeûner un certain temps dans ce terrarium. De toute façon, les serpents, vous inquiétez pas, avant que ça meure de faim, vous avez de la marge. Hein, donc à la limite, une bonne petite sèche, ça fait jamais de mal hein, pour les serpents. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, hein, le cycle de graisse, hein, de sécher les serpents, de beaucoup moins nourrir à une période, beaucoup plus nourrir à une autre. Pour la reproduction, c'est super intéressant.
Donc tu peux la laisser aussi. Si elle mange pas, bah voilà, c'est peut-être aussi que c'est pas la bonne période. Ou peut-être qu'après le changement de saison, elle va s'y remettre. Des fois, c'est comme ça. On le voit très bien, par exemple, sur des espèces un petit peu plus cycliques comme les pitons réjus, où pof, on les repasse en mode bouffe d'un coup, peut-être en donnant une proie vivante ou voilà. Donc là, j'ai pas. C'est vraiment très compliqué de donner des solutions. Donc soit tu peux soit la remettre dans son ancien terrarium et voir comment ça se passe, soit simplement dire bon bah on va lui laisser du temps pour qu'elle reparte, soit essayer de la stimuler avec une proie plus appétante à son goût, peut-être même essayer une proie vivante, pourquoi pas, mais bon, ou une proie posée morte la nuit, ou voilà, changer un peu le mode. Bon, faut voir. Mais en tout cas, bon, les laisser quelques mois sans manger, ça a jamais tué un serpent, bien au contraire. Bon, ben voilà, parfait. Autre question, donc c'est Seb Briou qui demande ton avis. Peut-on mettre une femelle chenille classique avec un mâle zébra chenille ou c'est mieux de laisser les lignées le plus pures possible? Bah là, il n'y a aucun problème puisque c'est du chenille. En fait, il n'y a pas d'hybridation. Les zébras, en fait, c'est du pur chenille. Donc après, tu peux tout à fait le faire. Là où après, des fois, ça peut être un petit peu dommage, c'est quand c'est des localités très précises de chenille. Mais là, pour le coup, je sais que ta femelle vient de mes chenilles US. Donc voilà, c'est du chenille avec pas de localité précise. Donc il n'y a aucun problème de le mettre avec du zébra. Tu auras des bébés zébras et des bébés chenilles purs. Donc c'est même plutôt cool. Tu auras une certaine diversité. Donc là, dessus, il n'y a pas de contre-indication particulière. Parce que justement, les zébras là sont des zébras qui sont purs. Ça n'a pas été croisé avec des McDowelly ou avec des quoi que ce soit, quoi. Ils sont en train de devenir très beaux. Ils sont en train de prendre pas mal de jaune. Là, ils sont en train de commencer gentiment leur changement ontogénique. Ok. Alors, il y a plein de questions. Il y en a, tu réponds en même temps. Donc, D'accord. Nico, as-tu une espèce que tu n'as pas du tout aimé maintenir? Est-ce qu'il y a une espèce comme ça que tu t'es dit je vais essayer? Ouais, il y en a eu pas mal en fait. Bon, vous êtes prêts les gars, on n'est pas couchés. Hein. Non, mais parce qu'en fait, je sais ce que j'aime bien et j'avais déjà pas plein de trucs de ce que j'aime bien, donc je me suis pas trop lancé dans des espèces comme ça. Mais en fait, c'est vrai que j'ai voulu aussi essayer d'autres types de serpents, notamment des colubridés, parce que moi j'ai commencé avec des boïdés et j'ai jamais lâché le truc. Et à un moment, à force de fréquenter des gens, évidemment, qui avaient aussi des colubridés qui étaient magnifiques et tout ça, voilà. Bon, par exemple, j'aime pas du tout les lampreaux. Enfin, à maintenir, je les trouve magnifiques. Il y a plein d'espèces qui sont intéressantes. J'avais des Pyromélana, j'avais des Mexicana, des Rudveni à l'époque. Voilà, j'ai essayé. J'aime pas leur comportement, j'aime pas leur façon de chasser. J'aime pas leurs excréments, j'aime pas leur odeur. Voilà, les cacamous, ça pue, ça chie tout le temps. Voilà, c'est pas mon truc. En fait, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est que un animal, ça doit se vivre. Un serpent doit le vivre. Et en fait, des fois, on le voit chez quelqu'un, on se dit ah c'est magnifique et tout, j'en prendrais bien. Et puis en le vivant, nous-mêmes, effectivement. On n'aime pas son odeur, on n'aime pas son comportement, on n'aime pas la manière dont ça mange, on n'aime pas plein de trucs. Et en fait, ça m'intéresse pas. En fait, et donc du coup, ouais, par exemple, les Lampropeltis, c'est pas une espèce que j'ai aimé élever. Par contre, chez les boïdés, j'ai pas trouvé d'espèce. À la limite, les Morelia viridis, c'est peut-être ceux qui m'ont le moins intéressé. J'ai envie de dire, bizarrement, et parce que c'est une espèce superbe et très intéressante, mais moi ça m'a pas transcendé. Et par contre j'ai été complètement transcendé par les Curtus, les Blood, les Bongersmets, tout ça, qui peuvent pour certains être des espèces pas super exaltantes, mais pour moi ça l'était. Donc vraiment c'est au cas de chacun. J'aime pas non plus les... Faire une liste de tout ce qui Non mais en fait tout ce qui est aussi fels humains et trucs comme ça... ça ouais parce que ça voilà t'as toujours peur qu'ils te lâchent la queue, la peau, le truc quand tu les prends, ils font tout le temps leurs besoins sur les vitres et tout ça, ça pue, c'est extrêmement salissant et ça correspond pas aussi avec mon style de vie quoi. Donc moi c'est vrai qu'au niveau lézard ce qui me correspondait le mieux c'était les varans parce que quelque part c'est très proche des serpents en fait.
Et notamment les gros varans, on peut les nourrir avec des grandes distances. On n'est pas tous les jours dessus. Voilà, par exemple. Les caméléons, j'aime pas du tout, par exemple. C'est une Bon, espèce on l'a lancé, il va nous dire tout ce qu'il aime. En fait, il y a plein de trucs que j'aime pas. mais par contre, je trouve ça génial chez les autres et ça m'intéresse et tout. Hein, mais enfin, À la maison. Voilà, À la maison. jamais j'en ramènerai chez moi, quoi. Et voilà. Donc, C'est les varans, intéressant, je crois que c'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé. Ça. ouais, mais c'est marrant. Mais en fait, c'est ça, c'est parce qu'en fait, et ça le fait à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on se fait un petit peu embarquer dans un truc parce qu'on va chez un passionné qui va te parler hyper bien de ces animaux, de ces colubridés ou de ces caméléons, et tu vas dire ouais, mais en fait, c'est vrai, t'as raison, c'est génial et tout, c'est super et tout, et tu te chauffes et t'en prends. Et puis en fait, arrivé chez toi, au bout de 6 mois, quand tu les as entretenus, en fait, tu dis non, non, ça me correspond pas pas, ça. et puis j'aime pas, et puis en fait, je trouve ça ennuyeux, et puis en fait, je suis bien avec mes. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est de tester pas mal de choses, bien sûr, en faisant les choses correctement, hein, c'est pas des objets et tout ça, donc il faut. Voilà, on n'est pas dans de la consommation, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de s'en rendre compte. Soit on peut les garder jusqu'au bout, soit on peut éventuellement les revendre à quelqu'un, les replacer chez quelqu'un et se dire bon, bah voilà, moi, je sais maintenant que mon truc. C'est les boïdés, c'est les boas comme ci, c'est les pitons comme ça, c'est les couleuvres, c'est voilà, chacun son truc. Bah, généralement, chez les passionnés qu'on rencontre, qui sont là depuis longtemps, on le voit, hein, ils n'ont pas 15 000 espèces. C'est ça. Généralement, voilà, au bout d'un moment, on sait exactement ce qui nous. Voilà. Alors, t'as quand même 15 000 espèces, hein, parce que. Oui, non, mais voilà. En fait, c'est ça qui Il y est a un lien entre chaque, en général. en fait, c'est ça qui est fabuleux avec les reptiles, c'est que même dans une seule discipline, en fait, tu peux quand même te retrouver avec plein d'espèces. C'est-à-dire qu'en fait, si t'aimes, par exemple, que les pitons, il y a quand même plus de 40 espèces de pitons. Hein. Donc, si tu cours toutes les localités, par exemple, tu pourrais avoir que des Morelia chenei, par exemple, des Spilota chenei, et avoir 150 animaux. Hein. Ouais. Ça, c'est possible. Hein. Moi, je l'ai fait. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça qu'à l'époque des neiges reptiles, je me suis fait, en faisant que du boïdé, j'avais quand même 400 spécimens. Et j'étais loin d'avoir tout ce qui se faisait sur Terre comme boïdé. J'ai Jean-Luc, du coup, qui dit bah, pas de Drimarcon à reptiligne, alors. Ah bah si. Alors attention, il faut justement, c'est ça qui est cool avec Reptiline, c'est que ça me permet de vivre ces animaux-là sans que ça soit les miens. Donc c'est pas parce que je les aime pas chez moi que j'aime pas les entretenir à Reptiline. Pourquoi? Parce que ça me fait voir d'autres comportements que les comportements que je connais. Par exemple, les Drimarcons sont très intelligents, sont très intéressants à voir manger, à se déplacer, tout ça. Je trouve ça super intéressant. En revanche, je pense que j'assumerai pas des Drimarcons chez moi, qui vont être des gros colubridés qui mangent super souvent. C'est plus comme un lézard, qui mange des petites proies mais en grande quantité, qui font des cacas liquides hyper souvent et qui te retapissent tous les murs avec et tout ça. Ça me correspond pas. En revanche, les entretenir à Reptiline, le temps qu'ils aillent chez un nouveau propriétaire et tout, et de pouvoir un petit peu voir le comportement, les manipuler, les nourrir et tout ça, et en apprendre sur les reptiles en général, je suis toujours partant. Comment tu expliques le manque d'intérêt des pitons à queue courte? Eh ben, je me l'explique pas au fond, mais je l'explique par des faits. Plusieurs choses. Déjà, ils sont très spécifiques dans leur apparence. Moi, je les trouve magnifiques. Il y a des gens qui n'aiment pas les choses courtes et trapues. Ils préfèrent plutôt des choses longues et molles. Donc, déjà, il y a l'aspect, mais surtout, c'est, je pense, une question de méconnaissance et aussi d'a priori, puisque pendant hyper longtemps, ces animaux ont été des animaux qui étaient des animaux d'import, qui étaient mal compris, moi-même, quand j'étais jeune et que je voulais à fond me mettre dans les blues, tout le monde me disait « Mais non, mais prends pas ça, c'est de la merde, ça te saute à la gueule, c'est machin et ces trucs. » Et bon, des arguments qui sont horribles à entendre sur des animaux. Et heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes, dont mon mentor Frank Scofield, qui avait des blues depuis hyper longtemps, qui avait des Bonger Smith, des Curtus, des Breitensteini et tout ça, et qui m'a dit « Bah non, mais il n'y a aucun problème, regarde, c'est des serpents comme les autres. » En revanche, c'est des serpents qui demande de connaître les serpents et de savoir comment approcher un serpent. Je m'explique. Si vous prenez un python Aegis, pourquoi le python Aegis a eu un tel succès? C'est parce que même ta grand-mère qui a jamais vu de serpent, il peut le manipuler. Elle peut le manipuler. Bah, elle va arriver, le serpent se met en boule, elle va l'attraper du bout des doigts, elle va le mettre comme ça, voilà. N'importe qui a jamais vu un serpent peut manipuler un python Aegis. C'est hyper simple.
il se met en boule. Dès qu'il a peur, il se met en boule. La plupart du temps, on va dire. Un bon Bear Spray, ça se met pas en boule. Hein. C'est voilà, lui quand il a peur, soit il se barre, mais c'est quand même un animal assez standard, soit il se défend parce qu'il a peur et ça. Donc les gens arrivent pas à comprendre ça et à manipuler, c'est très spécifique parce que en fait, c'est un animal qui est terrestre, donc en fait qui s'accroche pas du tout sur toi comme les petits Morelia que j'avais tout à l'heure et tout ça, qu'il faut vraiment supporter par le dessous, comme la plupart des serpents, mais eux particulièrement. Ils n'ont pas de queue préhensile. Et en plus de ça, c'est des animaux qui sont des thermoconformistes, donc qui vivent dans un endroit où c'est toujours la même température, qui sont des chasseurs à l'affût. C'est un peu l'équivalent de la gabonica chez les venimeux. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont camouflés dans leur environnement, ils ne bougent absolument pas, et ils attendent que les proies, ils se mettent sur un passage de proie, et ils attendent que les proies s'approchent. Et quand les proies s'approchent, en fait, ils attendent même que la proie leur marche dessus. Et moi, je suis intimement convaincu que les stimuli tactiles pour la chasse sont extrêmement sensibles chez ces animaux-là. C'est-à-dire que quand tu touches le dos d'un curtus, il y a vraiment une réaction hyper violente que tu n'auras jamais avec un boa, par exemple, quoi. Et donc, en fait, c'est comme une gabonica et tout ça, c'est vraiment fait pour une frappe hyper violente d'un animal qui est proche d'eux. Et donc la structure même physique de l'animal est la même, c'est-à-dire qu'en fait ces animaux avec une très grande épine vertébrale, donc l'épine vertébrale au-dessus des vertèbres elle est longue comme ça. Pourquoi? Parce que les muscles sont accrochés très très haut et ça leur permet cette espèce de détente instantanée ultra violente, quoi. Donc en fait quand tu les touches, si tu les touches pas comme il faut, ils partent dans tous les sens, ils sont très voilà. En plus ils sont très forts sur une courte distance, c'est plus difficile. C'est même quasi impossible de faire une contention de force sur un bon Bear Spray adulte par rapport à un réticulé de 5 mètres. Hein. Un réticulé de 5 mètres, tu as attrapé la tête, t'es 2-3, machin. Là, un bon Bear Spray adulte, tu attrapes la tête, tu peux pas la tenir. C'est-à-dire le truc, c'est une force incroyable. Même en te mettant à deux, en fait, tu peux pas. C'est pour ça que le conditionnement positif est super important pour les soins, les injections ou quoi que ce soit. Donc, pour les manipuler, pour les aborder, voilà, il faut vraiment un peu d'éducation, mais à partir du moment où on est à l'aise et qu'on sait le faire, ça marche super bien. J'ai fait débuter des gens avec des bloods et ça s'est super bien passé. Justement, là, Aurélien, il dit beaucoup de j'ai un nanas. curtus chromètre grâce à tes vidéos et c'est une crème. Voilà, exactement, parce que bah, toi, Aurélien, voilà, t'es bien parti dans le truc, t'es pas parti avec des a priori négatifs, t'as fait les bons gestes, t'as mis ton animal en confiance dès le plus jeune âge et tu le connais. Et en fait, ils sont incroyables parce qu'en fait, ils ont, enfin, on les voit quoi, quand on les approche. On voit tout de suite le changement de comportement quand ils s'inquiètent, la respiration qui change. En fait, ils te suivent du regard comme ça. En fait, tu vois les yeux qui tournent et tout. Ils sont incroyables, hein, vraiment, quand on les observe dans le détail. Et c'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas eu le même engouement, on va dire, parce que il y avait beaucoup d'a priori et il y a un peu une approche un petit peu plus technique, on va dire, que sur du Rhésus. Et c'est malheureux parce que, en fait, en vrai, le potentiel de couleur, d'élevage sélectif sur ces animaux-là, il est incroyable. Je parle même pas des mutations. Hein. Déjà, dans les formes naturelles et tout ça, tu peux faire de la sélection. Moi, j'ai eu jusqu'à 60 adultes dans les 3 espèces dans une pièce. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Tracy Barker qui avait la plus grosse collection au monde. Elle avait 1000 spécimens, donc de plein de localités, de formes et tout ça. Et en fait, le travail que là, ils ont fait sur les Rhésus, on pourrait le faire dans les Bloods, mais à un niveau 15 fois au-dessus des Rhésus, quoi. C'est tellement ils peuvent être différents, ils sont polymorphes, etc. Et c'est vraiment des animaux incroyables. Moi, j'ai toujours été fan, je pense que je serai toujours fan. Et ça me manque beaucoup, tout le travail avec eux et tout ça, c'était vraiment super. Et c'est des animaux aussi qui sont pas très bien connus au niveau aussi de l'élevage, parce qu'en fait, en gros, il y avait beaucoup d'erreurs de fait sur comment les élever en captivité, c'est-à-dire au niveau des températures. Déjà, comme je vous le dis, c'est pas tous les gens quand ils parlent de serpents et de reptiles, ils disent toujours oui, alors il faudra un point chaud, un point froid, un point machin et tout. Là, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est des thermoconformistes, donc en fait, ils vivent à température ambiante. En gros, une température ambiante, moi, dans ma pièce, il faisait à peu près 27. En fait, c'est la même chose que les Viridis. En fait, c'est un Viridis, un blood, c'est un Viridis par terre et inversement. En fait, c'est des thermoconformistes qui sont des chasseurs à l'affût. Et en fait, donc, pas beaucoup d'humidité, contrairement à tout ce qu'on lisait. C'est exactement les mêmes préjugés que sur les Viridis. Et surtout, peu de nourriture parce qu'en fait,
c'est des animaux qui ont un métabolisme tellement lent et qui profitent tellement qu'avec un petit rat, ils fabriquent énormément. Donc en fait, les gens les nourrissaient avec des grosses proies comme ils ont un gros corps et en fait, ils les rendaient obèses. Le poids moyen d'une femelle Bongersmey, les Bongersmey, c'est des 3 espèces, c'est les plus gros. Le poids moyen, normalement, dans la nature, selon certaines études, c'est 3,5 kg. Et en fait, en captivité, j'ai vu des animaux de 7 kg. J'avais récupéré une femelle, elle faisait 11 kg. C'était monstrueux. C'était comme un mec qui aurait pesé 150 kg, quoi. Ouais, voilà. Et c'était incroyable. Et elle avait fait une ponte, j'avais réussi à la faire maigrir pour qu'elle puisse reproduire. Et elle a fait une ponte de 30 œufs, ce qui est le double de la quantité, on va dire, moyenne d'un Bongersmey. Normalement, la quantité moyenne, c'est 15 œufs. Ils sont assez gros, et donc voilà. Donc, il y a plein de petites... c'est des espèces qui sont vraiment fascinantes et qui ont plein de choses un petit peu différentes des autres, comme par exemple, ils muent pas après la naissance, par exemple. En fait, ils muent des mois après. Ils font pas leurs besoins aussi souvent que les autres, ce qui est assez pratique. Ils urinent beaucoup, mais ils chient pas souvent. Parce que justement, enfin, il y avait une théorie intéressante de Dave Barker par rapport à ça. C'était parce qu'on dit souvent, ouais, ils sont sujets à la constipation et tout ça. C'est pas vraiment ça en fait. Bon, déjà, ils boivent beaucoup. Il faut les faire boire, c'est un peu comme les boiléniers et tout ça, mais pas les faire vivre dans un environnement humide. Ils ont besoin de boire beaucoup parce qu'ils ont des pertes hydriques importantes. Mais en fait, la théorie par rapport aux excréments, c'est que comme ils chassent à l'affût et qu'ils sont très bien camouflés et qu'ils ne bougent pas, bah déjà ils stockent. Et en fait, s'ils faisaient leurs excréments, ils seraient repérés par leur proie par rapport à l'odeur des excréments. En fait. Et quand vous, je ne sais pas si vous connaissez les Pac-Man Frogs, les Ceratophrys, qui sont exactement un prédateur embusqué qui bouge jamais et qui voilà. Bah, en fait, il faut exactement ça. À chaque fois qu'ils posent une pêche, ils se barrent et ils vont ailleurs. Tu vois ça, ben, c'est ça. Et ben en fait, les Bongersmey, c'est exactement ça. C'est-à-dire en fait, ils se retiennent au maximum parce que ça veut dire que s'ils posent leur pêche, il va falloir qu'ils changent de site. Et c'était la théorie de Dave Barker. Et si on fait le parallèle avec les Pac-Man Frogs, ça se tient grave. En fait. Et donc c'est pour ça qu'ils sont capables de te faire des Monsieur Henke monstrueux, voilà, y compris les Pac-Man Frogs, quoi. Ah bah les Pac-Man, voilà, et donc il y a plein de choses comme ça, mais clairement je vous encourage, si vous avez envie, lancez-vous parce que moi j'ai pris un panard monstrueux pendant quasi 20 ans avec eux et il me manque beaucoup. J'ai encore des photos là-bas de mes spécimens et tout ça. Et puis bon, dès qu'on part dans certaines morphes et tout, enfin il y a des trucs vraiment qui te font saigner du nez direct. Mais c'est vraiment trop beau, donc et super intéressant pour ceux qui aiment les animaux, on va dire un peu massifs. Ouais, c'est vrai que ça c'est cool. Je voilà. crois qu'on a fait le tour un peu des questions. Cool, super. Et ben on va passer à la fin puisqu'il va falloir quand même aller réveillonner. Hein, mais avant ça. On avait donc plusieurs choses à vous dire. Je vais laisser Roman vous parler avant tout du concours Microclimate et je terminerai avec nos amis des associations. Et après, on a aussi les tortues. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit des associations. On voulait vous faire une petite piqûre de rappel sur le concours en fait Microclimate qui va bientôt se terminer puisqu'on tire au sort le 24 décembre au soir. Pour Noël. Exactement. Pour rappel, on vous fait gagner un... Ah oui, Nico, cours le chercher. On vous fait gagner un thermostat incroyable. Nico, vous avez déjà fait une vidéo dessus. C'est ça qu'on fait gagner. Un sac tout vert. Un sac, vous pourrez mettre votre goûter dedans. Une valeur de 199 €. Ils sont pas chers. Et dedans, voilà ce qu'on vous fait gagner. Regardez dans sa petite housse. Un Microclimate Evo 2. Voilà, c'est un des modèles que j'ai installé dans ma pièce. J'ai installé des Evo 2 et des Evo 3. Bon, la différence entre les deux, c'est le nombre de sondes en fait. Hein. Mais c'est le même produit avec 2 ou 3 canaux. Donc voilà, de toute façon, Nico vous a fait toute une vidéo là-dessus. L'idée, nous, c'était de vous faire gagner ce produit-là parce que bon, c'est vraiment une révolution et on voulait partager ça avec vous. On vous a repartagé le post 15 000 fois, on va le refaire encore jusqu'au 24. Tu peux peut-être rappeler les règles du concours pour ceux qui n'ont pas encore participé. C'est simple les gars, franchement, et puis ça se voit que c'est simple parce que vu le nombre de participations qu'on a eu, c'est qu'elles étaient vraiment très simples. Il faut aimer la publication, identifier autant de potes à toi que tu veux sous la publication et surtout la repartager.
Voilà, et la grande finale pour désigner le gagnant, ça sera donc le 25 décembre sur le parking de Reptiline. Tous ceux qui ont participé, vous venez, on le jette au milieu du parking et en fait, vous vous battez avec des décorations de Noël et le dernier, le survivant qui arrive à l'heure, repart avec. C'est ça le Bon, concours. on n'est pas sérieux les gars, hein. Attention, hein. On n'est pas sérieux. Le 25, il n'y a personne en plus, donc non, c'est pas sérieux. On va juste vous faire un tirage au sort le 24 et à 18h. Je l'ai programmé pour 18h. 18h. Ouais, tout à fait. Parfait. Voilà, Donc, donc vous pouvez encore participer jusqu'à maintenant. On clôturera les candidatures le 24. Si vous n'êtes pas trop malade avec la dinde et voilà. Le champagne. Mais franchement, je pense que ça serait le plus beau cadeau de Noël que vous pourriez recevoir cette année. Exactement. D'une valeur de 199 €, ça, je le répète. Ou un hélicoptère Apache. T'as commandé quoi, toi? Un hélicoptère Apache. Donc voilà, ça c'était le petit. Parce que j'avais déjà ça, sinon j'aurais fait ça. Ouais, mais là, je l'avais un déjà. Apache, j'en avais pas. Donc voilà, c'était le petit rappel pour le concours actuel, quand il aura fini de dire des conneries. Hein. Et du coup, là, on passe à la suite. Oui. Alors, Ça donc, du coup, je voulais en profiter vu que c'est la fin de l'année et que voilà, c'est toujours un moment pour faire un peu le bilan et puis pour parler penser à son prochain, etc. On voulait vous parler de deux associations qui sont vraiment importantes à nos yeux. Déjà, pour commencer, le Refuge des Tortues, qui est dirigé par Jérôme Marant. Voilà, qui est un très bon ami. On les avait déjà aidés pendant le Covid parce qu'évidemment ils étaient en difficulté vu qu'il ne pouvait plus y avoir de visiteurs. Donc Jérôme Marant qui est un grand spécialiste des tortues, on a fait plusieurs vidéos avec lui sur notre chaîne YouTube. On avait fait une vidéo directement au Refuge des Tortues si vous voulez voir à quoi ça ressemble. On vous la repartagera. Ils ont un site où vous pouvez voir toutes leurs actions. C'est un magnifique endroit fait vraiment par des passionnés où les tortues vraiment sont dans des conditions fabuleuses. On a beaucoup appris en allant là-bas et vous pouvez donc voir des animaux qui ont été donc c'est un centre de recueil hein, quand les gens il y a des tortues qui sont perdues ou des tortues abandonnées et tout ça, voilà, c'est un centre d'accueil, mais c'est aussi un centre de protection et ils ont d'ailleurs un programme de protection pour sauver l'émide lépreuse, donc une tortue française. Ouais. Voilà, qui est en grand danger d'extinction. Donc, ils ont besoin de vous parce que c'est une association. Hein, voilà, donc ils ont besoin de fonds. Donc, n'hésitez pas à aller. On vous repartagera le lien pour faire un petit don. Voilà, faites un don, même de 1 €, 5 €, peu importe. Ce qui est dingue, c'est que quand on discute avec les gens, peu de gens savent que cette tortue est en France. Quand on discute. Effectivement. Parce donc, qu'elle voilà, est. Peut-être parce qu'elle s'appelle l'émide lépreuse et qu'on pense que la lèpre a disparu de France. Vous savez pourquoi elle s'appelle lépreuse ou pas? Petit feu de Ah bah vas-y. L'émide lépreuse s'appelle comme ça parce qu'au printemps, en fait, elle perd un peu sa peau et on a vraiment l'impression qu'elle a la lèpre. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça. Et ben voilà. Elle est ultra canon en plus, donc franchement, ça mériterait même de mettre 5 € pour construire du coup des espaces, des enclos pour eux. Aussi je crois qu'ils veulent créer un documentaire sur l'émide lépreuse, histoire d'en parler un peu plus, de sensibiliser la population. Et ouais, ils ont commencé la construction d'ailleurs des... Ah bah oui, et vous pouvez le voir sur leur Instagram. Il y a des vidéos de construction et le programme de protection. Il y a vraiment, c'est très sérieux. Il y a tout un descriptif. Vous voyez pourquoi vous donnez. C'est pas juste on donne de l'argent, c'est pas ce qui se passe quoi. Il y a un bilan. Enfin voilà, c'est vraiment hyper bien foutu. Là, Jérôme publie beaucoup sur l'Instagram du refuge pour montrer un petit peu tous les travaux. Enfin, ils font des trucs, c'est titanesque et en plus, c'est vraiment, ils ont pas beaucoup de moyens. Donc c'est des gens de la famille qui aident et tout ça. C'est vraiment très familial. C'est des amis et tout. Beaucoup de bénévoles et tout ça. Donc si vous êtes bénévole aussi, pourquoi pas, contactez-les. Mais voilà, faites des dons et si vous pouvez pas donner, allez les voir. Et si vous faites un don, je dirais même plus parce que c'est ce qu'on avait fait la dernière fois et je recommence. Si vous faites un don de 10 € à la Vallée des Tortues, j'ai dit la vallée, au Refuge des Tortues, excuse-moi, je les confonds toujours. Les deux, hein, mais les deux, hein, parce que la Vallée des Tortues c'est cool aussi. Mais au Refuge des Tortues, qui lui est vraiment un refuge, eh bien, nous vous offrons un t-shirt. Vous nous envoyez un mail avec la preuve comme quoi vous avez fait le don et nous vous offrons un t-shirt
de Save the Planet comme ça. Et oui, C'est portez, dans le thème. voilà, portez plus de préservatifs, élevez plus de reptiles. On sauvera la planète comme ça. Et donc ça me fait une bonne transition avec ce qui nous préoccupe tous. Donc c'est les textes de loi et tout ce qui va se passer au niveau de l'élevage des animaux en captivité avec cette recrudescence, ce lobbying animaliste qui essaye de nous faire passer pour des monstres. Alors qu'on a toujours fait de l'élevage conservatoire, lutter contre le trafic grâce à la prolifération des animaux en captivité et justement à une offre saine d'animaux. Donc je vous invite très largement à aller sur le site de l'association Pro Natura. On vous mettra le lien aussi. Voilà, qui a fait beaucoup d'actions pour défendre. Alors Pro Natura rassemble des éleveurs de toutes sortes d'animaux, domestiques et non domestiques. Ça peut être des oiseaux, des reptiles, des mammifères, tout. Et en fait, ils sont en train de se battre. Ils ont déjà investi plus de 30 000 euros pour lutter contre tous les textes de loi abusifs qui essayent d'annihiler notre activité et qui surtout vont mettre en danger réellement les animaux, puisque en fait, ça met en danger l'élevage à la fois professionnel et amateur, qui est un gros creusot de conservation, puisque si on parle au-delà des reptiles, il y a des espèces d'oiseaux, de poules, de volailles, de canards qui sont en fait aujourd'hui conservés uniquement par des éleveurs et qui sont très importants. Le haras de Styx aussi qui a été sauvé de l'extinction totale par l'élevage. Donc bien sûr, il faut faire les choses de la bonne manière, mais l'élevage est capital. L'homme et l'animal ont toujours été, en tout cas l'homme a toujours été attiré par l'animal. Vous pouvez aller au fin fond de la forêt tropicale, même les gens ils vivent au milieu de la forêt et des animaux en liberté, ils ont toujours un perroquet apprivoisé. Les hommes c'est comme ça, on a besoin d'en savoir plus sur les animaux, on a besoin de vivre à leur contact, donc autant le faire bien et de faire aussi de la conservation par l'élevage, c'est super important. Et quoi qu'il arrive, et ça je le dis et je le redis toujours, c'est la lutte la plus efficace contre le trafic d'animaux, c'est de les élever en captivité. Donc aidez Pro Natura parce que franchement ils font un super bon boulot pour nous protéger tous. Donc n'hésitez pas à faire des dons, eux aussi hein, c'est une association loi 1901. Donc voilà, allez voir leur site, allez voir tout ce qu'ils font, il y a plein de textes. Et là je peux vous dire qu'en 2023 on va avoir besoin d'eux. Parce que y a pas mal de choses qui pourraient être vraiment très déplaisantes pour nous et surtout pour les animaux, pour le bien-être animal en vrai. Parce que rappelez-vous, les vrais animalistes, c'est vous et nous. Ouais. C'est pas ces associations d'extrémistes. Donc, passons à un sujet plus frais et reparlons vite fait du refuge Jérôme Marant, sauver les mythes lépreuses. Voilà. Et voilà. On vous souhaite surtout. Oui, alors je vais regarder s'il y a des dernières petites questions si jamais. De fin d'année. L'homme protège l'animal, c'est inné. Oui, tout à fait, Aurélien, c'est exactement ça. C'est quoi déjà l'association? C'est Pro Natura, vous inquiétez pas. Pro Natura, Roman va vous mettre les liens. Et voilà. pour les mythes lépreuses, eh c'est le refuge des tortues. Donc, rappelle-nous du coup, quelle est ta proposition concernant les dons voilà, alors si, refuge des tortues. Si vous faites un don d'au moins 10 euros, voire plus, à la vallée, au refuge des tortues, putain, décidément, je vais pas. Pourquoi tu me fais cette tête? C'est pour ça que je dis ça. Au refuge des tortues et que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux ou par mail la preuve de ce don, on vous envoie un t-shirt de Save the Planet de chez Reptiline. Voilà. On s'y engage personnellement. Voilà, on s'y engage complètement. Bon, et une dernière petite question, pas de présentation des jeunes Moréliens. Alors, si tu parles... Des jeunes Moréliens. Je pense qu'on parle peut-être des Viridis qu'on a postés il n'y a pas longtemps. Ah bah non, là on les avait pas... On le fera prochainement. On le refera peut-être le mois prochain, avec plaisir, s'ils sont toujours là, parce qu'il y a pas mal d'intérêt de demande. Mon magasin préféré, continuez, ne nous lâchez pas. Mais vous inquiétez pas, on est là. On est toujours là, et d'ailleurs je rappelle que même si on n'a plus la boutique ouverte au public, on est toujours ici à Gazeran avec le click and collect. Il y a juste l'ouverture au public qui a changé. Mais vous pouvez venir sur rendez-vous, venir dans les horaires du click and collect. Reptiline est toujours ouvert. Reptiline est d'autant plus actif sur les réseaux et
dans la tariophilie en général. Et on est dispo pour vous répondre, que ce soit par téléphone, par mail, sur les réseaux, on est là. On essaye de faire au mieux. On a beaucoup de demandes, donc soyez indulgents. Des fois, on ne peut pas être aussi rapide que vous le voulez. Aujourd'hui, en 2022, où les gens sont extrêmement exigeants. Moi, je viens d'une époque où on s'envoyait des lettres. Ou la carte postale. Et c'était vachement plus détendax. Tu te recevais pas 3 points d'interrogation, genre au bout de 5 minutes, si tu n'avais pas répondu. Ouais, bon, ça, C'est quand même assez civil. Alors les gars, aimez-vous les uns les autres, aimez les animaux. On vous souhaite de joyeuses fêtes aussi. Soyez responsables, On se revoit éclatez-vous le mois bien. prochain pour Voilà. notre live. Et puis, Et à bientôt. À bientôt. Salut. See you in the pit.